Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h32, nous allons revenir sur ce qu'a dit Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, mais aussi des Sports et des Jeux Olympiques. Amélie Oudéa-Castéra, interrogée vendredi, a répondu que notamment son fils était scolarisé, ses 3 enfants le sont, scolarisés dans un établissement privé qui s'appelle Stanislas à Paris. Elle a expliqué qu'elle avait placé son fils dans le privé alors qu'il était dans le public. C'était je crois en maternelle, parce que on manquait de profs dans le public. En fait, il est resté, je crois que un trimestre dans le public, puis il a été placé très vite dans le privé. Alors, aurait-elle dû dire directement, bah oui, mes enfants sont scolarisés dans le privé, au moins ça aurait été clair. Est-ce que elle a mis ses 3 enfants dans le privé? Est-ce que vous la comprenez? 0826 300 300, on va parler de ça avec nos invités. Jean-Pierre Aubin, qui est ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, membre de la LICRA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec nous également Laurent Zameskowski. Bonjour. C'est pas facile, oui, mais bon. Porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, comment regardez-vous cet incident avec Amélie Oudéa-Castéra? On va pas en parler pendant des semaines, mais ça dénote quoi, selon vous, Jean-Pierre Aubin? De sa part, ça dénote sans doute qu'elle n'assume pas le choix de l'enseignement privé, tout simplement. Oui. L'enseignement privé, clair, c'est cela. Honteux, on pourrait dire. Alors que c'est le choix de 20% des familles en France, et sans doute, si on tient compte des entrées et des sorties de beaucoup plus de familles encore. Oui. Que Gabriel Attal, lui, avait assumé le choix de ses parents, il l'avait dit franchement. Je pense que cette séquence de communication est épouvantable pour la ministre en question, puisqu'elle fait reporter la responsabilité de ce choix sur les faiblesses de l'enseignement public qu'elle doit diriger. Et non pas sur son choix. Et non pas sur son choix personnel. Donc c'est une catastrophe communicationnelle, si vous voulez. Et je pense que les conséquences vont se reporter également sur celui qui a fait le choix de ce portefeuille ministériel, c'est-à-dire sur Gabriel Attal lui-même, puisque ce choix a surpris. Et en fait, il est dicté, sans doute, par le souci de conserver la main sur l'éducation nationale, oui, et de nommer à ce poste une personnalité à la fois qui avait pu mesurer la loyauté, mais aussi qui ne lui ferait pas d'ombre, qui ne serait que la stricte exécutante de ses annonces. De ses annonces et de ses choix. Vous avez la même analyse ? Alors, je vais pas faire de conjecture. Hein. Oui, c'est pas oui. Fondamentalement, je comprends que les enseignants ont été choqués par la déclaration de la ministre, bien évidemment. Après, néanmoins, ça reste quand même un véritable problème, ce problème de manque d'enseignants. Et effectivement, c'est 15 millions d'heures perdues. Je veux dire, c'est un véritable problème qui est central pour les parents d'élèves. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on entend surtout, c'est qu'il y a cette situation, qu'il y a une ministre qui semble donc avoir été confrontée à ça. Non. Et elle, non mais qui semble, j'ai bien dit. C'est ce qu'elle a dit. Peu importe. En tout cas, c'est à elle de changer les choses. C'est ce qu'elle a dit. Alors, est-ce qu'elle a été confrontée à cela ou pas? Ou est-ce qu'elle a dit cela pour ne pas assumer qu'elle avait placé ses enfants dans une école, collège et lycée privé? C'est peut-être aussi la raison de son propos. Quelque part, la finalité pour nous, les parents d'élèves, c'est qu'elle change les choses. Fondamentalement, je suis d'accord. Là, il y a beaucoup de réformes qui ont été annoncées, notamment par Gabriel Attal. Oui, je veux dire, toutes les réformes, si vous n'avez pas d'enseignants, elles ne servent à rien. Vous ne pouvez rien faire. La base, c'est d'avoir des enseignants dûment formés pour pouvoir justement déjà assurer les heures de cours, assurer toutes les réformes qui ont été déployées, enfin en tout cas expliquées. Et maintenant, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend véritablement d'elle. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'on puisse mettre son enfant dans le privé ? Parce que vous disiez 20% à peu près. Hein. Il y a 20% d'élèves dans le privé, 21%. Alors ce sont des privés, établissements privés sous contrat. Hein, Oui, à quasi-totalité. Enfin, la très grande majorité sont sous contrat. Sous contrat avec l'État, il faut savoir. Hein. Ça veut dire quoi, sous contrat avec l'État ?
Que les enseignants sont payés par l'État, tout simplement. Voilà, les enseignants sont payés par l'État. Et les programmes sont ceux de l'État, les programmes scolaires, et les professeurs sont contrôlés par les inspecteurs de l'État, les inspecteurs publics, oui. Aussi. En fait, seul le chef d'établissement et le conseiller d'éducation échappent à ce contrat, puisqu'il s'agit de préserver le caractère propre de l'établissement privé. Et donc, en matière éducative et de direction, c'est l'enseignement privé qui garde la main. Bien, alors, on va essayer de chasser des idées reçues. Ça permet de jeter les yeux sur le privé et le public. Aujourd'hui, faut-il avoir les moyens pour mettre son enfant dans le privé? Est-ce que le privé coûte vraiment cher? Alors déjà, effectivement, le privé sous contrat, compte tenu que les enseignants sont payés par l'État, et qu'on paye en fait ce qu'on appelle une indemnité de gestion administrative. Oui. Effectivement, ne coûte pas aussi cher que si on devait payer les enseignants. Donc c'est cher. Et surtout souvent inabordable pour une grosse partie de la population. Oui. Mais ça peut être abordable. Et d'ailleurs, on en arrive à... Enfin, c'est pas nouveau, cette situation. Moi, j'ai eu cette discussion c'est pas nouveau, c'est pour avec l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem en janvier 2017. Oui. Où on constatait que des parents d'élèves très modestes s'endettaient pour pouvoir mettre leurs enfants dans le privé. Et je veux dire, donc, quand on arrive à cette situation, prouve qu'il y a quand même des situations. Bien évidemment, le privé correspond notamment catholique pour des parents qui voudraient, par rapport à l'enseignement, etc. Il y a une véritable raison, pour des raisons personnelles, qui se comprend tout à fait. Oui. Mais ça ne devrait être que ce genre de choses. Et non pas, justement, de fuir le privé et le public. Pourquoi fuit-on le public? Parce que le privé enseigne mieux? Parce que il y a moins de professeurs absents? Parce que il y a moins de professeurs absents dans le privé que dans le public? Alors, ça, faut pas non plus stigmatiser. Non, déjà, dans le public, il y a des très, il y a une grande majorité de très bons établissements où les taux de réussite sont tout à fait. Mais effectivement, le privé donne aussi le sentiment pour certains établissements d'avoir plus de stabilité. Par exemple, un cadre avec des horaires fixes, notamment quand on arrive au collège, où les enfants passent du primaire vers le collège, où les horaires sont plus complexes et que des enfants se retrouvent très jeunes dans la rue, par exemple. Il y a aussi donc on parle de l'encadrement, on parlait du CPE notamment. Peut-être plus de moyens d'encadrement aussi de ce côté-là, et c'est important, c'est ce qu'on nous demande pour le public. Oui. Et également peut-être un peu moins peut-être d'absentéisme. Mais aujourd'hui, il faut même si ça existe aussi dans le privé. Ce qui vend beaucoup, c'est le fait de dire voilà, les taux de réussite au bac, parce que quelque part, nous les parents, ce qu'on nous intéresse avant tout, c'est la réussite de nos enfants. Donc dans le public, les taux de réussite au bac sont très élevés aussi. Bien sûr, mais vous n'avez pas forcément non plus accès à certains établissements qui ont des taux de réussite plus élevés que d'autres. Après, c'est un peu illusoire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rester rivé sur ces chiffres et se dire que parce qu'on est dans l'établissement qui a de très bons résultats, nos enfants ont effectivement aussi de bons résultats. C'est pas véritablement la réalité. La réalité, c'est qu'il faut aussi trouver l'établissement qui est adapté à son enfant. Évidemment. Je rappelle que vous parlez au nom des parents d'élèves, que vous pensez parents d'élèves. C'est important d'inviter des parents d'élèves, parce que quand on parle d'éducation nationale, moi je veux toujours inviter un représentant des parents d'élèves. Ça me paraît essentiel, parce qu'on oublie toujours. Et quelle est votre Jean-Pierre Aubin, votre analyse sur tout ça? Ce que disait Laurent Zameskowski il y a quelques instants. Tout ce que dit le représentant de la PEP est exact. Mais à mon avis, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est apparu, ce qu'on sait depuis très longtemps, dont on ne parle peu, mais qui est apparu avec très clairement lorsque l'Éducation nationale a été obligée de publier les indicateurs de position sociale des établissements scolaires. C'est que, tout bonnement, l'école privée aujourd'hui, en particulier l'école privée catholique, qui représente la grosse majorité des établissements scolaires, est une école de classe. Voilà. C'est l'école de l'entre-soi social. On choisit... Vraiment ? Absolument, c'est frappant. Enfin, je veux dire que quand on regarde ces histogrammes, ces graphiques, ces schémas, on peut pas nier, c'est une évidence. Il y a quelques établissements catholiques qui accueillent des classes populaires, une partie des classes populaires, ils sont très peu nombreux. Ça existe aussi. Ça existe aussi, très peu nombreux, en particulier des lycées professionnels. Oui, des lycées professionnels, oui. Mais pour le reste, et massivement, c'est une école de classe. Et on y va, non plus comme il y a encore 30, 40, 50 ans,
par conviction religieuse. Ça, c'est fini. C'est fini, ça. Hein, on y va pour être entre soi, c'est-à-dire pour éviter la mixité sociale, pour éviter d'être avec les enfants des classes populaires et en particulier les enfants d'immigrés. Mais on y va aussi peut-être parce que comme le disait Laurent il y a un instant, on y va aussi parce que les résultats sont excellents et que l'encadrement est meilleur et que, je ne sais pas... Et il y a des traditions familiales aussi, tout simplement. Et des traditions familiales. Oui, tradition familiale, mais pour une petite fraction des parents. Mais l'encadrement est meilleur. On ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, sur les types d'enseignants qui enseignent dans l'enseignement privé, ils sont plutôt moins diplômés que les enseignants du public, en moyenne. Mais on parle du fonctionnement de l'établissement. Alors, sur le fonctionnement de l'établissement, il faudra regarder de près, mais il y a effectivement une réputation d'efficacité qui n'est pas toujours associée à l'établissement public. Pour une raison simple, c'est que les enseignants sont davantage placés sous l'autorité du chef d'établissement. Ils sont davantage à la botte du chef d'établissement parce que le chef d'établissement a plus de prise sur eux, en particulier sur le plan indemnitaire, salarial, etc. Et sur le plan de la sécurité de l'emploi. Il y a beaucoup de contractuels dans l'enseignement privé. Et c'est pas un gage forcément de qualité de l'enseignement d'être contractuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi les concours. Oui. Mais ces contractuels, ils sont vraiment soumis à l'autorité du chef d'établissement, en particulier sur la question des remplacements, la fameuse question des remplacements des professeurs absents. Bien. Alors, je reviens. On va poursuivre ce débat. C'est très intéressant parce que ça permet d'abord, on apprend grâce à vous. On apprend des choses et puis ça permet de réfléchir à cette question. Finalement, cette intervention d'Amélie Oudéa-Castéra a permis d'ouvrir des débats. Il est 9h44, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h47, nous parlons école privée, école publique. Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, membre de la LICRA, et Laurent Zameskowski, qui est porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Alors, est-ce que dans les établissements privés sous contrat, il y a une obligation de prendre des élèves boursiers ? Oui. Il y a un quota ? Oui, normalement, oui. Il y a un quota, normalement. En plus, il y a eu des accords qui ont été négociés récemment de ce côté-là pour aller dans ce sens-là. Mais après, ça reste assez illusoire. Hein. Je veux dire, il faut... Non, mais il n'y a pas des quotas. Par exemple, on prend 10% d'élèves boursiers. Non, il n'y a pas de quota imposé. Non, il n'y a aucune obligation. Aucune obligation. Il y avait cette tentative malheureuse de Pam Ndiaye de négocier avec l'enseignement privé, mais le pauvre ministre n'était pas de taille. Il s'est fait il a été obligé de botter en touche parce que Macron l'a pas suivi sur cette affaire. Négocier un nouveau type de relation avec l'enseignement privé, c'est sans doute nécessaire, mais c'est quelque chose qui doit partir du plus haut sommet de l'État. C'est vraiment une entreprise considérable. Enfin, sur la mixité, il faut quand même aussi revenir sur les choses. Hein. Déjà, on n'y arrive déjà pas au niveau de la loi SRU pour les villes. Et quelque part, l'école, notamment primaire et après même secondaire, elle est le reflet des villes et de la population des villes. Parce que la mixité dans le public, mais d'un établissement à l'autre, ça change beaucoup quand même. Hein, la mixité sociale. Hein. Si vous êtes dans un arrondissement, je parle à Paris, mais prenons Lyon, Marseille, toutes les grandes villes, à Toulouse, si vous êtes dans certains établissements, la mixité ne sera pas du tout la même que dans d'autres établissements qui sont en banlieue ou qui sont dans des... Vous n'allez pas faire des kilomètres pour aller amener votre enfant en élémentaire, c'est pas possible. Oui. Donc vous allez forcément à proximité. À proximité de son lieu de résidence. Et le mètre carré en termes de loyer ou d'achat est très élevé. Donc c'était un peu facile. C'est ce que l'enseignement privé rétorque. L'enseignement public, c'est commencer à balayer devant votre porte. Mais à juste raison, pardon, mais... Voilà. Ça n'empêche pas quand même de renégocier les accords avec l'enseignement privé. Vous pensez qu'il faut les renégocier, c'est-à-dire ? Je pense que, oui, le fait de partager le fléau social avec le privé, alors qu'il touche... il travaille qu'avec l'argent du contribuable, l'argent public. Ça me semble d'une bonne politique, ça me semble moralement... vous avez raison, Jean-Pierre Aubin, mais le public ne le fait pas.
Pourquoi est-ce que le privé le ferait alors que le public ne le fait pas? Je dirais, le public accueille l'ensemble, ou presque l'ensemble des classes populaires. Il l'accueille mal, ils accueillent mal, parce que c'est mal réparti, la mixité n'est pas assurée. Mais globalement, il a la charge de ces catégories sociales. Le privé s'en dispense. Et pourtant, il est financé pour, en principe, accueillir tous les enfants. Donc je pense que négocier avec le privé le fait que globalement, je dis bien globalement, il accueille un certain nombre, une certaine proportion d'élèves des classes populaires, par exemple sur le critère des bourses, me semble légitime sur le plan d'une bonne gestion des finances publiques, tout simplement. Faut-il l'égalitarisme, l'égalité à tout prix, la mixité à tout prix? Je ne sais pas ce que vous appelez à tout prix. C'est une grande question. Il y a un moment aussi, je pense qu'il faut arrêter. À tout prix. On ne veut pas étrangler l'enseignement privé. Non, mais ce qu'il faut avant tout, je veux dire, là, on parle école privée, école publique. Nous, ce qu'on voudrait tout simplement, c'est que les parents n'aient pas envie de quitter l'école publique pour le privé. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait suffisamment d'enseignants pour assurer les cours, qu'ils soient remplacés dûment, qu'on puisse réduire les effectifs des classes pour que les enseignants aient de meilleures conditions pour travailler, ainsi que les élèves. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait suffisamment d'assistants d'éducation pour surveiller les élèves, pour éviter les situations, le harcèlement. Ce qu'on voudrait, qu'il y ait suffisamment d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, de psychologues scolaires. Ça manque partout. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un véritable problème de fond. Et ce qu'on voudrait avant tout, c'est qu'on résolve ce problème-là. Et peut-être, justement, à ce moment-là, beaucoup de parents ne changeraient d'avis et resteraient vers le public. C'est-à-dire, ça veut dire que le premier problème aujourd'hui de l'école publique, c'est le manque d'effectifs. Oui, aujourd'hui, avant tout. Pour vous, c'est le premier problème. Jean-Pierre Aubin, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. C'est un problème. Je ne sais pas si c'est le premier. Il y en a tellement d'autres. Oui. En particulier, le problème, tout simplement, de l'efficacité, de la réussite des élèves. Ce que Gabriel Attal, dans son très court passage au ministère, a tenté de traiter. Oui. Le point faible, c'est quand même l'école primaire. Qu'elle soit publique ou privée, avec des gamins qui arrivent en 6e ne sachant ni lire ni écrire, avec des défaillances considérables en calcul, en orthographe. Si vous n'avez pas d'enseignants qui sont dûment formés pour pouvoir les accompagner, oui, je suis d'accord. Forcément, il y a des carences. Je veux dire, on a la chance quand même d'avoir une grande majorité d'enseignants qui sont vraiment super engagés, etc. Malheureusement, leur nombre ne suffit pas. Ils arrivent, je veux dire, quand on arrive en période d'hiver comme actuellement, et que vous êtes malade, vous n'arrivez pas à être remplacé. Et c'est un véritable problème. Et je veux dire, et les enseignants en souffrent aussi. Parce qu'ils se retrouvent, ils sont malades et ils savent que leur classe n'est pas assurée parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Et c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible pour les élèves, c'est terrible pour les parents et c'est terrible pour les enseignants. Oui, vous avez raison. Je ne le nie pas. Mais, même pour pour les enfants qui n'ont pas subi de très importantes absences de leurs enseignants, globalement, ils arrivent quand même, en moyenne, mal formés à l'entrée du collège. Donc c'est, à mon avis, la question stratégique pour l'avenir de l'école, c'est la formation des maîtres. C'est ce qu'avait très bien vu Gabriel Attal. Il n'a pas eu le temps de la traiter. Vous ne pouvez pas les former. Je veux dire, excusez-moi, mais vous devez les retirer devant les élèves pour aller les former, les enseignants qui ne sont pas assez formés. Et comment vous les remplacez quand ils sont en formation? C'est justement là le problème. On leur a dit, je parle pas de formation continue, monsieur. Je parle de la formation initiale. La formation initiale, il faut 5 ans pour les former. Il faut trouver le moyen de redonner envie d'être enseignant. Donc, qu'il y ait suffisamment de gens au concours. Quand vous avez un concours, vous avez 1800 places à pourvoir et que vous n'avez que 900 candidats, il y a peut-être un problème. Bien sûr, il y a un problème quantitatif, mais aussi un problème qualitatif, et les deux d'ailleurs sont liés. On a, depuis 1981, précisément, on a fait passer la formation des instituteurs de Bac+2 à Bac+6, aujourd'hui. Oui. Pour quel résultat? Oui, ça vous avez raison, mais est-ce que les enfants sont mieux Bac+6 pour être instituteur? L'ironie, c'est qu'on se retrouve à prendre des contractuels qui sont à Bac+3, voire Bac+4. C'est complètement stupide. Et donc, il faut revoir, je dirais, mettre sur la table cette question de la formation des enseignants.
Oui. Ce point-là est déjà sur la table. Il a été annoncé par Gabriel Attal. Oui, il a été annoncé, mais il n'a pas eu le temps de transformer son essai. Oui, mais là, il va le faire, j'imagine. Sauf que sur le contenu de cette réforme, il a annoncé qu'il y aurait une réforme. Il a vaguement parlé de reconstituer les écoles normales et de faire un pré-recrutement au niveau du bac, ce qui est pour moi une excellente orientation. C'est-à-dire après le bac ? Après le bac, un pré-recrutement, une entrée en école normale. Oui. Et ensuite, je sais pas. Combien d'années ? 3 ans ? 3 ans. Oui. 3 ans, un concours de recrutement et puis 2 années de formation complémentaire en enseignant. Bon, justement, c'est ce schéma qui n'a pas été annoncé. C'est ce schéma-là qui n'a pas été annoncé et qui devrait l'être. Et c'est ce pourquoi je suis un peu inquiet du peu d'autorité que va avoir Madame Oudéa-Castéra pour mener ce genre de réforme, qui est une réforme très difficile à mener. C'est le Premier ministre qui va être en ligne. J'imagine, là, sur les questions d'éducation. Il l'a dit dès le premier jour, il a dit « J'emmène avec moi... Oui, le problème, c'est l'école. Aura-t-il le loisir de le faire ? C'est-à-dire, peut-on à Matignon réellement être à plein temps Premier ministre et à mi-temps ministre de l'Éducation nationale avec un programme de réforme aussi ambitieux ? Personnellement, je ne le pense pas. Vous en doutez. Et compte tenu de l'ampleur de la tâche aussi, parce qu'effectivement, la tâche est quand même immense. Nous verrons. Non, pas faire de procès d'intention, parce que je déteste les procès d'intention. Mais en revanche, nous dirons les choses. Si ça ne se passe pas comme prévu. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir accompagnés, d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est toujours passionnant, ces débats, parce que ça nous permet de réfléchir. D'abord, c'est quand même essentiel de réfléchir et d'apprendre. Valérie Expert et Gilles Gansman, après les informations, reçoivent Frédéric Lefebvre, directeur de la rédaction de Pif Gadget, et Marion Joseph, rédactrice en chef d'Astrapi Bayer Presse. Merci. 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.